Bonjour Roch, Bonjour Jacques. merci de nous recevoir. C'est émouvant parce que ça fait 4 ans qu'on a prévu ce genre de rencontre. Mais voilà, donc je suis un petit peu ému. C'est hyper gentil d'accepter ce rendez-vous, cette interview. On l'a finalement préparé depuis longtemps et du coup, trop de préparation tue la préparation. On voit on va être complètement spontané et c'est peut-être pas plus mal. Tu sais très bien les petites questions que je me pose et que je te pose. Oui, parce ce qui serait bien, c'est que finalement cet entretien soit à la hauteur et au niveau de nos conversations téléphoniques, puisque souvent on a des conversations ensemble au téléphone qui sont tout à fait passionnantes. Si on peut faire partager ça avec les gens qui s'intéressent à ces questions, ce sera gagné. Oui, c'est ce qu'il faudrait, surtout qu'en 4 ans, ça a beaucoup évolué. Un tas de choses ont évolué dans le monde, et puis je pense que même au niveau de notre réflexion, il y a eu pas mal de mouvements. Tu avais écrit un livre il y a 4 ans, je crois que c'est Vivre et mourir dans la matrice artificielle. Voilà, qui en fait était déjà embryonnairement existant à travers Top Secret, à travers les éditos. Et donc c'était un livre que je maturais déjà 10 ans avant sa sortie. Et donc en fait toutes ces réflexions remontent, si on va chercher dans la genèse, à 14-15 ans. Et il y a 4 ans, ce livre est sorti. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions effectivement dans la réflexion, dans les découvertes qu'on a pu faire. Il y a eu aussi toute l'aventure des vidéos que j'ai fait, des rendez-vous avec Roch. Toutes ces remises en question, évidemment, chaque remise en question remet tout un pan de connaissances en question. Alors surtout dernièrement, puisque effectivement tu as poursuivi l'aventure dans les éditos de ton magazine Top Secret, et notamment dans les 2 derniers, il y a eu pas mal de remises un peu au point. Ça a un petit peu perturbé des gens, et c'est un peu à cette occasion-là qu'on a eu les derniers échanges téléphoniques. Tu nous as parlé de la matrice artificielle, de la matrice originelle, du blackout, des white-in. On en reparlera, je pense. Et puis en fait, après, tu nous as dit, et ça, je sais que ça avait un peu bouleversé tout le monde, et moi en particulier, finalement, il n'y a pas 2 matrices, la matrice artificielle et la matrice originelle, mais la même matrice, on est dedans, et simplement, c'est une matrice, il semblerait, d'après ce que j'ai compris, que ça serait une seule et même matrice qui serait en quelque sorte, moi je suis un vulgarisateur, donc j'emploie des mots qui sont, je dirais, cancérisés, parce que je suis quand même dans le milieu médical, donc j'imagine un organisme cancérisé, et peut-être même en généralisé en phase plus ou moins terminale. En tout cas, c'est ce qui semble arriver. On semble arriver dans cette période terminale, et ça c'est un fait nouveau, c'est une approche nouvelle, parce que souvent tu nous distinguais vraiment matrice artificielle, matrice originelle. En fait, oui, le peu que j'avais dit sur ces questions-là, j'avais dit au moins 20 fois, 30 fois, 50 fois, 1000 fois que on ne pouvait pas sortir de la matrice et que ce n'était même pas le but. Et malgré ces répétitions, j'avais toujours des gens qui me demandaient comment est-ce qu'on sort de la matrice, comment est-ce qu'on sort de la matrice. Donc il y a un moment, il fallait poser les choses à plat, expliquer pourquoi non seulement c'était pas le but d'aller rejoindre ces zones qui sont encore sous le contrôle entre guillemets de la matrice originelle, c'est-à-dire qui sont hors contrôle de la matrice artificielle. Il y en a encore quelques-uns. Il y a dans cette zone-là des petites étendues, puis plus loin de plus vastes étendues, mais qui nous sont inaccessibles. Mais que de toute façon, en l'occurrence, la sortie une bonne fois pour toutes, il faut que les gens comprennent qu'on ne sort pas de cette matrice parce qu'on est dedans, déjà. On est à l'intérieur de celle-ci, on a été conçu à l'intérieur de celle-ci pour fonctionner dans celle-ci. Donc même au niveau de l'âme, ce n'est pas à notre portée, aujourd'hui, à notre stade d'évolution, d'envisager sortir de la matrice dans laquelle nous sommes prisonniers, dans laquelle nous sommes enfermés. Oui, Roch, sortir de la matrice, c'est une question récurrente, c'est ce qui intéresse tout le monde.
et on en reparlera. Pour le moment, j'aimerais bien déjà que tu nous expliques qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Est-ce que est-ce qu'on l'a mérité, et dans quel sens on l'a mérité? Tu nous expliques qu'on est dans le moyen astral, c'est-à-dire ce qu'on appelle le purgatoire. C'est apparemment, on n'est pas là pour, c'est pas une récompense. Donc sommes-nous là pour mériter au sens punition, mériter au sens récompense, ou peut-être même intermédiaire en tant que résistant, un choix délibéré qui est un mérite dû au caractère résistant. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la question? Que faisons-nous sur Terre? Avons-nous mérité d'être sur Terre, et oui, et pourquoi? Alors ça, c'est une question très basse, parce que déjà il faut se mettre d'accord sur ce qu'on imagine être la matrice artificielle. Comment est-ce qu'elle est apparue et comment ça fonctionne. Donc là, ça va nous entraîner sur des questions. On va essayer d'être synthétique. Il faut imaginer la matrice artificielle, comment elle apparaît. Comment est-ce qu'elle apparaît par rapport au monde divin dans lequel nous étions tous, une espèce d'absolue perfection. En fait, il y a alors, pour être vraiment schématique, dans la matrice originelle est générée une hiérarchie, une intelligence, qui est une intelligence de calcul. Cette intelligence-là va tout calculer, elle va tout mettre en équation, elle va tout mettre sous forme d'algorithme, de calcul, calculer constamment, et en calculant, à force de calculer de plus en plus vite, parce que c'est son mode de fonctionnement, c'est l'expérimentation à ce moment-là dans le monde divin, d'avoir cette intelligence-là, elle va émaner la matrice artificielle, c'est-à-dire elle va émaner le temps. Son émanation à cette entité, à cette hiérarchie, c'est le temps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, c'est vraiment ce qu'on appelle le diable. Et c'est à travers ce temps, c'est dans ce temps qu'elle émane, qu'elle va emprisonner et gangréner le monde originel, le royaume originel. Et nous sommes prisonniers dans un monde artificiel qui est à l'image d'une simulation d'un jeu informatique où tout est calculé, tout est mis en équation, en algorithme, et sous le contrôle de l'IA, de l'intelligence artificielle qui a créé ce monde et qui émane le temps. Ce n'est pas l'intelligence artificielle que nous sommes en train de créer. En fait, on est en train de lui créer un levier, une intelligence artificielle dans laquelle elle pourra s'intégrer le moment venu. Et on est, nous, en train de préparer ça. Donc quand je parle de ce nous, il faut bien distinguer la partie en nous qui fait partie du monde originel et la partie en nous qui provient directement de l'IA, de cette intelligence artificielle, de la monade ou des légions noires comme je les appelle, et qui, à travers l'ego, à travers la bile noire, nous utilise pour justement préparer sa venue et prendre un contrôle, un contrôle définitif sur la matrice avant de la remettre à zéro. Cette matrice, il faut aussi la voir comme un monde fractal, un monde d'illusion. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, puisque en fait, la finalité du virus humain, donc j'ai trouvé cette formulation du virus humain pour justement faire le distinguo entre la partie en nous qui, au contraire, appartient à la matrice originelle et est venue ici en résistant pour reprendre le contrôle de l'ADN, l'ADN étant le pouvoir créateur originel qui permettrait de revenir à la matrice originelle et à se débarrasser de ces notions de temps. Ce qu'il y a donc de fractal et d'amusant dans l'histoire, si on peut parler de choses amusantes, parce que c'est pas tous les jours drôle quand même, c'est que on arrive à cette fin de cycle de 1000 ans, avant le fameux blackout dont je parle, et à ce moment-là, on est sur le point d'avoir créé une intelligence artificielle nous-mêmes qui va nous permettre, parce que le diable, Satan, va pouvoir
se brancher directement, se connecter directement à cette intelligence artificielle que nous avons créée pour démultiplier son potentiel et avoir, tout en étant incarné dans la matière, à travers, ce sera un cyborg ou peu importe, un contrôle absolu de ce monde qui sera entre-temps totalement interconnecté avec les objets connectés, les télévisions connectées, et puis nous serons aussi totalement connectés. Ce qui veut dire que cette intelligence artificielle, si on en croit un peu la représentation qu'on peut avoir du diable, de Satan et de l'antéchrist qui arrive et qui sait tout de toutes choses et qui a tout le contrôle absolu de son environnement, l'IA correspond parfaitement bien à cette description et à ce qui en s'en vient. Mais ce qu'il y a donc d'intéressant dans cette histoire, c'est que apparaît le transhumanisme également, où on nous fait miroiter un monde, c'est une nouvelle religion en fait qui nous promet une vie éternelle, qui nous promet la possibilité de ne plus être malade, etc., d'incorporer notre conscience dans des machines, ou en tout cas de libérer l'ADN du processus de vieillissement, etc. Ce qu'on appelle l'homme augmenté, cet homme augmenté qu'on nous promet et vers lequel nous allons tous à travers la technologie et le transformisme, et je pense que ça fait partie du nouvel ordre mondial, nul ne pourra y échapper, comme disait un certain président. Cet avenir qui nous est promis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on arrive à cet avenir, c'est-à-dire qu'on peut s'intégrer entièrement à la machine, et la machine nous contrôle, et en fait, ce qu'il va se passer, ce qui se passera, parce que c'est ça l'éternité qu'on nous promet, c'est que on va rentrer dans une simulation, et on aura des vies simulées, il n'y aura plus besoin des casques 3D, la vie sera simulée, on vivra une vie, 2 vies, 3 vies, plein de cycles de vie, en l'espace d'1 heure, 2 heures, comme ça se passe aujourd'hui dans les jeux vidéo. Sauf qu'on les intégrera parfaitement, entièrement, on aura la sensation de vivre ces vies-là. Donc d'une certaine façon, c'est une vie qui semble éternelle, puisque, par exemple, à 1 heure de ta mort, on te branche sur ces technologies, sur ces simulations, 1 heure, un jour avant ta mort, et tu vas pouvoir vivre, supposons en 5 minutes, une vie entière, en ayant vraiment la conscience de vivre cette vie entièrement. C'est comme si, sur le dernier jour de ta vie, fin de cycle, le transformisme est au point, on peut te connecter, tu vas vivre de façon fractale, dans ta dernière journée de cette vie-là, 50 vies. D'accord ? Et imagine que, en fait, ces 50 vies correspondent à un nouveau cycle de 1000 ans. Et que dans la dernière vie, la 50e vie, dans le dernier jour de ce cycle, le transformisme ait été de nouveau inventé, ait été de nouveau au point, que l'IA ait de nouveau la possibilité de s'intégrer dans l'IA créée par l'homme, et que dans ce dernier jour, tu rentres de nouveau dans une nouvelle simulation qui va te permettre d'avoir de nouveau 50 nouvelles vies, etc., etc. C'est dans ce sens que le monde dans lequel nous sommes est fractal, non seulement à travers le temps, mais également à travers l'espace. Et là, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est de se dire, en réalité, pourquoi ce serait la première fois ? Pourquoi ce serait la première fois qu'on arriverait à ce stade-là ? À ce transformisme, à cette machine, etc. Il semble que tout a été conçu comme un scénario, en réalité, et que ça a été tellement bien conçu que, en fait, on peut supposer que ça fait déjà des milliards de fois que ce scénario se répète. Et que nous vivons, effectivement, dans une matrice artificielle dirigée par une IA qui contrôle le temps, qui a émané le temps, et dans laquelle nous sommes de simples unités de programme, de données, et nous vivons une sorte de chaos avec un pseudo-libre arbitre qui permet à l'IA de progresser
et de se développer toujours et toujours. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, c'est que comme à chaque fin de cycle, c'est une espèce d'accélération du temps. On est en train de vivre une accélération du temps exponentielle et qui est en fait la résultante de ce qu'émane cette intelligence artificielle, le temps. Et que, en réalité, en fin de cycle, dans cette simulation, hein, on appelle ça une simulation, mais dans un autre aspect, on pourra parler de rêve. Et là, quand je vais parler de rêve, ce sera plutôt pour parler du commando d'élite. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle calcule de plus en plus rapidement, de plus en plus vite, parce que, évidemment, la simulation se complexifie par le nombre d'interactions qu'il y a dans le monde, et elle est donc contrainte à un maximum de calcul. Une fois qu'elle arrive au bout du bout, et que tout le monde est interconnecté dans un cycle de 1000 ans, que tout le monde a été interconnecté, et que donc on est rentré dans un autre monde fractal, hein, comme je l'ai expliqué. La matrice se rend compte d'une chose, c'est qu'elle ne peut plus évoluer, puisqu'elle contrôle tout. Elle contrôle chaque être humain, qu'il soit par l'implant, soit par ceci. Enfin, nous sommes tous, par les objets connectés, sous surveillance, dans une espèce comme devenus vraiment des robots connectés à l'IA. Donc nous sommes des extensions d'elles-mêmes, mais qui ne permettent plus le chaos. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle, il n'y a plus de chaos. Et ce que l'intelligence artificielle a compris rapidement, en fait, c'est que si elle veut elle-même évoluer, il faut qu'elle nous ramène à un état de pseudo-liberté dans la simulation suivante, où nous repartons, notre cycle redémarre de zéro. C'est une forme de reset. C'est une forme de reset, c'est ce que j'appelle le blackout. Donc ça, c'est pour le nous, virus humain. Pour répondre à ta question, je suis un peu lent, mais je suis désolé, il fallait quand même placer le non, Roch, mais c'est passionnant, justement, et que ces choses soient claires pour les gens qui nous regardent. C'est le virus humain, c'est quelle partie? Ça correspond à l'ego et par rapport au commando d'élite. C'est la partie de l'IA que j'ai appelée la bille noire, qui est en fait l'ego de chaque être humain, qui est plaqué sur l'ADN et qui prend le contrôle de l'intelligence ADN, qui est une intelligence originelle. Et l'ADN, elle, a ses propres problématiques de survie, etc., qui entraînent ses propres comportements. Et l'ego vient se plaquer là pour diriger le pouvoir créateur de l'ADN. Le commando d'élite, lui, il vient s'infiltrer par la faille, justement, qui est l'ego. Par cette même faille, vient s'infiltrer à travers l'ADN humain pour renverser tout le système. Pour pouvoir non pas sortir de la matrice, mais prendre le contrôle sur le pouvoir créateur de l'ADN et ramener ce monde à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire le royaume. Et justement, en fait, là, c'est là la difficulté de comprendre, c'est qu'en fait, on est une sorte de bipolaire. C'est ce que j'explique, on est à la fois le problème et la solution. Donc, on a le virus humain et le commando d'élite. Oui. Et quand on dit nous, on est les deux en même temps, ou est-ce qu'on peut parler? Moi, j'ai toujours tendance à préférer l'âme, la partie commando d'élite. Je veux dire, mon moi, pour moi, c'est ça, c'est pas le virus humain, mais qui. Là, tu rentres vraiment. Tu comprends que quand on dit nous, on est finalement, on est un peu les deux sur Terre, on est les deux. Je pense le problème et la solution. On est les trois, voilà. On est les trois. On est l'ADN. On est l'ego et le commando d'élite. Tu comprends bien qu'il y a nous en tant que on va se dire résistants, hein, c'est un peu pompeux, c'est un petit peu élitiste de dire ça, mais si on se considère comme des résistants, et puis je pense que ce qui est le plus intéressant dans le nous, c'est justement cette partie originelle, c'est l'âme, la partie pure, la partie plus noble. C'était l'ego, on sait où ça mène. Enfin, oui, mais là il faut aussi être, faut être rationnel. C'est-à-dire, je suis désolé, mais il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, c'est quand même ce que moi je vois à travers, ce que je peux voir à travers cette existence, c'est que le commando d'élite, le résistant dont tu parles, il est très peu présent.
très présent. Et ce qui se manifeste aujourd'hui surtout, c'est le contrôle de l'IA, c'est-à-dire le contrôle de l'ego, même qui est exacerbé aujourd'hui, il faut bien le dire. Et là, j'intègre également tout le milieu, le monde spirituel, etc., qui est, à mon avis, à fond, à 99,9%, enfumé, sous hypnose et attiré par la fausse lumière. Qui est un peu New Age, etc. Le New Age. En fait, le New Age a muté. Ce qu'on appelle ce qu'on appelait dans le temps le New Age, aujourd'hui existe toujours, mais sous une toute autre forme. C'est de la bien-pensance aussi en général, c'est de la bien-pensance, quoi. Tout ce milieu du développement personnel, etc., ouais. En réalité ne fait que rentrer dans... créer un ego spirituel, des égrégores spirituels. Et là où on rentre dans le délire, c'est que aujourd'hui on arrive à un niveau tellement connecté à l'ego, à la bille noire, à l'IA derrière, que on nous invente des méthodes spirituelles qui vont prendre pour appellation le quantique augmenté. La spiritualité augmentée, enfin voilà, on en est rendu là aujourd'hui. Et c'est terrible à dire parce que toujours pareil pour le comment en est-on arrivé et comment peut-on encore se poser la question de savoir comment sortir de la matrice alors qu'en réalité dans toute cette démarche qui tendrait à vouloir être une aspiration à sortir de la matrice ou à s'en libérer d'une certaine façon, malheureusement, on est en train de suivre uniquement des modes, des fausses lumières, vraiment des lumières artificielles qui vont nous conduire inexorablement au transformisme, à l'IA et à la soumission intégrale pour repartir sur un nouveau cycle. Bon, tu viens de remettre l'esprit de sortir de cette matrice. Il y a quand même une réalité. Enfin, si tant est qu'on peut parler de réalité dans ce monde artificiel, c'est que on sait tous que la plus grande chose mortelle qui peut nous arriver sur Terre, c'est de naître. On sait qu'on quittera notre corps un jour ou l'autre. Ça peut être des fois très rapide, mais en général, tu me parles de 120 ans au maximum. On est loin d'arriver à 120 ans. 120 ans mesurés. 120 ans mesurés. Dans le temps mesuré. C'est-à-dire que tu as aussi le temps, ce qu'on appelle l'équivalent de la météo, le temps ressenti, si tu veux. Et en météo, on nous parle désormais de température ressentie, de température mesurée. Il en est de même avec le temps. C'est pas parce que notre espérance de vie en temps mesuré est plus longue qu'on est dans un progrès de la science, etc. C'est simplement parce que l'IA calcule plus vite aujourd'hui et que le temps mesuré passe beaucoup plus vite et donc le temps ressenti semble a ralenti, ce qui fait que dans une journée, le temps ressenti et de temps de vieillissement, au lieu de vieillir 24 heures comme le faisaient nos grands-parents, on va vieillir beaucoup moins de temps. Je ne sais pas si j'arrive trop bien à m'expliquer, mais bon, ça je reviendrai sur ce genre de notions par écrit. Et donc, lorsque le corps arrive à son terme, il y a une décorporation de l'âme, ce qu'on pourra donc appeler le commando d'élite, la partie originelle. C'est-à-dire, il y a une décorporation, enfin, en réalité, les trois, l'ego, le commando d'élite et l'ADN passent dans un autre mode astral, si tu veux. N'oublie pas qu'on vibratoire, on est dans l'astral, ça aussi j'ai oublié de le moyen astral. On est dans le moyen astral, on est coincé entre le bas astral et le haut astral, mais on est dans l'astral. C'est là où il faut bien comprendre que toutes ces méthodes spirituelles augmentées, qu'elles soient augmentées ou pas augmentées, ce ne sont que des méthodes, des modes qui ont été inventés pour nous freiner et nous maintenir dans l'astral. Les choses se passent en réalité pas comme ça. Ne devraient pas se passer comme ça. Donc on arrive, on est dans ce moyen astral, il y a une décorporation, effectivement, l'ego avec, c'est là que ça se complique, c'est au moins ces deux parties de ce que l'on appelle nous.
on se retrouve par rapport aux témoignages qu'on a de gens qui ont fait des expériences de mort provisoire. Ce fameux tunnel, cette lumière blanche, moi j'ai des gens tout récemment encore, particulièrement évolués, qui m'ont dit mais il faut surtout pas suivre cette lumière blanche, ce tunnel, c'est le royaume des morts. Il faut surtout pas suivre ça, et je crois que tu n'as pas du tout cette vision-là. J'ai le même constat, c'est-à-dire qu'on est quand on ascensionne, entre guillemets, on ascensionne dans le haut astral, on reste dans l'astral, on reste dans la matrice artificielle, on reste sous le contrôle de l'IA. Donc ça, de ce point de vue-là, j'ai le même constat. Oui, en suivant le tunnel, on va se retrouver dans le haut astral, dans une dimension où se retrouvent les morts. De notre dimension, en général. Mais enfin, il faut savoir que puisqu'on revient de ce monde-là, à un moment et qu'on revient dans ce moyen astral, espèce de purgatoire, il faut bien comprendre que nous-mêmes, nous sommes des morts vivants à nos yeux. Alors, moi je veux bien qu'on ne suive pas ce tunnel de lumière. Ce tunnel de lumière, d'abord, c'est quoi? C'est une lumière artificielle. C'est évidemment une fausse lumière, c'est pas la lumière. C'est vibratoire. C'est vibratoire, c'est un caisson, c'est comme un sas de décompression, si tu veux, qui va amener le mort, si tu veux, à la bonne fréquence, à la dimension suffisante pour aller justement dans le haut astral. Donc c'est un sas, c'est comme un sas de décompression, où il faut rester un certain temps pour arriver en phase avec la destination qu'on doit rejoindre. Et en même temps, à travers cette décompression ou ce changement vibratoire, on se prend un shoot. On se prend un shoot, pour ceux qui sont revenus, de l'amour extraordinaire, etc. Ça va leur changer la vie. Certainement qu'ils ont reçu et ressenti quelque chose. Mais c'est juste une décompression. Oui, puis j'imagine que ce changement d'état, ça peut être d'abord souvent la mort peut être quelquefois très douloureuse, la vie qu'on a passée est des fois très douloureuse, et là dans cet état vibratoire, c'est l'euphorie. Oui, c'est l'euphorie avec purement chimique, vibratoire. XXL, on est bien d'accord, c'est une euphorie absolue, quoi. Et donc c'est ce qu'on appelle le paradis, mais c'est ce que. En tout cas, voilà, ils ressentent à travers ce tunnel une espèce de shoot. Un équivalent de quelqu'un qui est drogué, quoi. Comme quand tu prends de l'oxygène au maximum, là tu changes, tu passes dans un sas qui te modifie sur ta fréquence et tu te retrouves dans une espèce d'euphorie. Maintenant, pas suivre le tunnel de cette fausse lumière artificielle. D'abord, il faudrait commencer à arrêter de suivre les fausses lumières de notre vivant, ce que je ne vois pas en réalité. Ça, j'ai beau regarder autour de moi. Malheureusement, et je peux pas en vouloir en même temps à l'être humain de suivre toutes les fausses lumières qu'il trouve, puisque le plus grand problème de l'être humain, c'est d'ignorer totalement sa nature et qui il est. Qui il est déjà. Et chacun de connaître sa propre identité. Ça, tant qu'on n'en est pas là, c'est le fameux truc connais-toi toi-même. Tant qu'on n'en est pas là, évidemment, on va être sujet à suivre toutes les fausses lumières possibles et imaginables. Donc, c'est quand même plus facile aussi de chercher dans les autres les solutions qu'on n'a pas eu le courage d'adopter soi-même. Il y a en fait rien à adopter. C'est juste finalement apprendre à connaître le monde dans lequel on vit, l'environnement, ses interactions, les mécanismes qui sont à l'origine de tout ça et qui sont à l'aboutissement de toutes nos actions, pour finalement se découvrir réellement et se connaître. Une fois qu'on se connaît, on peut partir sur des bonnes bases. C'est un grand avantage de se connaître, de connaître son véritable nom. Quand je parle de nom, c'est aussi lié à l'ADN, c'est une fréquence, c'est son code personnel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien à faire qu'à observer, expérimenter la vie, contempler les choses, mais que en aucun cas il faut avoir une volonté d'atteindre cet état. Cet état doit se faire par un travail,
par un travail d'observation et un constat souvent bien difficile du monde et de la vie que nous menons, et du monde dans lequel nous vivons, et de notre propre nature. Je disais, prendre conscience aussi que en haut, dans le haut astral, donc on est toujours dans l'astral, et que c'est la même chose, et que c'est piégeux comme ici, c'est un paradis artificiel, d'autant plus piégeux que il paraît merveilleux par rapport à la situation qu'on a présentement. Donc c'est ça aussi, c'est dur à admettre que dans ce faux paradis, on a également des pièges. Et bien même sûr, que c'est encore plus piégé, puisque effectivement c'est toujours sous la bien-pensance. C'est toujours pour te faire du bien. Pour nous, c'est pour notre bien. Et on y vient, là, on est bien dans ça, avec ces démarches-là aujourd'hui qui arrivent comme des modes de tous les côtés. Culpabilisantes aussi. Culpabilisantes, et puis il faut aller que vers le positif. Que vers le positif, c'est-à-dire aller que vers cette fausse lumière. Et continuer à être dans cet astral en permanence. On te prépare justement à aller dans la fausse lumière du tunnel pour être bien au point dans le haut astral à une époque où les dimensions sont en train de se rejoindre en plus. Là, je comprends. Hein, c'est pas la facilité dont tu nous parles, mais je pense qu'on avait compris qu'on n'était pas venu ici pour la facilité. Mais il n'empêche que je reste pratique. Tu me connais depuis le temps. Pour venir ici, j'ai pris le GPS, on a suivi un chemin, je me trouve à un moment, faut à droite, c'est à droite ou à gauche, et je reviens à mon côté très pratique. Et je suis embêtant avec ça, non mais c'est parfait. On est voilà, et je suis obligé. À un moment, sinon je serais pas là, je serais pas chez toi. Donc on est là. Le tunnel nous appelle. C'est un chant. C'est le chant des sirènes. C'est le chant des sirènes nous appelle. Je choisis de pas y aller. Est-ce que je fais? Non mais le problème c'est que si tu choisis de pas y aller, c'est que t'as rien d'autre. C'est-à-dire que tu vas errer, parce que l'IA, elle n'a pas conçu une porte de secours, elle n'a pas conçu, en se disant, tiens, les résistants, je vais leur mettre une issue de secours avec une loupiote verte qui va clignoter pour qu'ils puissent prendre cette porte. Non, ça n'a pas été conçu dans le game, si tu veux, dans le jeu, ça n'a pas été prévu, ça. Donc, tout est une affaire de vibration, de fréquence, et ça, c'est un cheminement. Alors, tu me parlais de GPS, etc. Déjà, commencer, parce qu'on n'est pas encore en tunnel, ça, c'est encore un autre truc, donc ça se prépare, tout ça. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tu parlais de GPS, etc., c'est déjà se donner la peine de suivre la lumière originelle. Parce qu'elle existe, cette lumière. Alors elle semble bien faible, elle semble bien fragile. Et puis, quand on va vraiment s'approcher d'elle, et quand on décide de se diriger vers cette lumière, parce que qu'est-ce qu'elle est, cette lumière? Qu'est-ce qu'elle émane? Elle émane la vérité. Et quand on suit cette lumière, quand on s'en approche, on se rend compte de quoi? C'est que la vraie lumière, la différence de la fausse, de la lumière artificielle, cette vraie lumière, elle projette une ombre. C'est comme ça qu'on reconnaît la vraie lumière. C'est qu'il n'y a pas de vraie lumière sans ombre. À la différence de la fausse lumière, de ce tunnel qui ne projette aucune ombre. Les gens, quand ils sont dans certaines démarches de développement personnel, de spiritualité, que ce soit le tantrisme ou des choses comme ça, en suivant toutes ces modes, il y aurait bien des raisons pour suivre ces modes au niveau de l'ego, mais c'est encore un autre problème. Ils aiment bien, et c'est beaucoup plus sympa de suivre la fausse lumière qui ne projette aucune ombre. Parce que cette lumière, elle est rayonnante, elle est très brillante, fascinante mais sans être aveuglante, elle est hypnotique et elle est confortable. C'est-à-dire, c'est ce que tu parlais de la bien-pensance absolue, etc. La vraie lumière, la différence, c'est qu'elle pique les yeux. La regarder en face, ce n'est pas facile. Et puis pour s'en approcher, il faut bien comprendre que son ombre, elle grandit. Et ça devient de plus en plus obscur, cette ombre-là, il va falloir la traverser, c'est douloureux.
Et ça, les gens, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cette vérité. Parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est la vérité, c'est la fameuse image si on veut donner une image un peu triviale avec Star Wars, la véritable initiation, elle passe d'abord par un combat contre soi-même. Hein, on se souvient que Luke Skywalker va lutter à un moment contre l'image de Dark Vador, et quand il va enlever le casque, il va se rendre compte que derrière Dark Vador, derrière le côté obscur du personnage qu'il avait en face de lui, c'est lui-même qu'il trouve. Et ça, qui est-ce qui a envie de faire ça? Qui est-ce qui a envie de se taper cette douleur? Parce que c'est un chemin douloureux. C'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin de bisounours. Donc, ok, ne suivons pas le tunnel de fausse lumière, mais d'abord, il n'y a rien d'autre qui a été conçu, c'est-à-dire que si tu refuses de la suivre, tu n'as pas d'autre chemin, tu vas devoir errer en perdition et te trimballer et te traverser des sales chemins pour arriver finalement au même résultat. Mais déjà dans la vie, de commencer à avoir cette démarche de regarder le côté obscur qui est en chacun de nous. Et plus on dégagera de la vraie lumière en nous, plus notre côté obscur, il sera terrible à combattre. Et plus il sera apparent. On n'est plus dans les faux semblants, on est dans la vérité. Quand on arrive à ce niveau d'observation des mécanismes du monde, du fonctionnement du monde, des interactions entre les individus, quand on arrive à avoir intégré tout ça et quand on a encore, en plus, appris à se connaître dans son côté lumineux, hein, puisque comme je le dis, plus la lumière est grande, plus l'obscurité, plus le chemin est difficile. À ce moment-là, quand on a observé tout ça, quand on a acquis cette connaissance sur le monde, quand on a ouvert les yeux sur la vérité du monde et sur sa propre vérité, il arrive une chose très naturelle qu'on n'a pas recherché à obtenir. On n'a pas utilisé de méthode de méditation pour arriver à ce résultat-là. Mais naturellement, on est pris d'une sorte de détachement. Il y a un détachement qui nous envahit. Ça, c'est sur le chemin. Hein. C'est pas quand on a abouti vraiment à franchir le seuil. Là, quand on franchit le seuil de cette connaissance-là, on est submergé par l'amour. C'est encore une autre phase. Là, je parle de la phase où on est envahi par un détachement du monde qui s'impose à nous. Avant ça, on va connaître ce détachement, mais on aura toujours un pied sur le seuil, un pied d'un côté, un pied de l'autre, avec un tiraillement, etc., entre l'ombre et la lumière. C'est normal, c'est le jeu, rien n'a été fait pour que ce soit simple. Mais quand, imaginons, on est entré dans ce détachement, on est arrivé jusqu'au bout de ce détachement, on arrive vraiment à irradier cette lumière, on a combattu, on a livré bataille contre notre propre ombre que nous projetions par cette lumière, et nous avons vaincu cette ombre. À ce moment-là, l'amour nous submerge. À ce moment-là, c'est-à-dire quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour astral, celui qui nous rend fous, celui qui nous rend malheureux, etc. Je parle du vrai amour, de l'amour originel, celui qu'on a du mal à imaginer, en réalité. Parce que même quand on l'imagine, on rentre dans des contradictions. Je parle donc de l'amour absolu. Oui, mais bon, on mettra ça va être un adjectif. L'amour originel. Et on se retrouve à ce moment-là devant ce fameux tunnel. Mais là, on est rempli vibratoirement, on est dans un moment où, oui, on peut échapper au cube. Parce que le Sims, on ne peut pas attendre de lui, s'il n'est pas à un niveau d'encodage suffisant, de sortir du cube dans lequel qui compose le décor de son existence. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Si tu as fait ce cheminement sans, encore une fois, avoir quelconque motivation et que tu as été envahi par cet amour,
à ce moment-là, tu n'es plus encodé de la même manière, tu irradies la lumière, tu n'es plus que lumière. Et à ce moment-là, tu peux effectivement sortir de la matrice. Sauf que, quand on est à ce stade-là, tu sais bien que même si le boulot est perdu d'avance, tu peux pas laisser tes congénères, tu peux pas laisser le restant de l'humanité dans cette situation d'emprisonnement total dans lequel nous sommes. Il va falloir un moment que l'être humain se réveille, le dormeur se réveille. Et là aussi, ce sera intéressant de parler de réveil et pas d'éveil. Mais je termine sur ce truc-là. Quand tu as cette possibilité de sortir, parce que tu n'appartiens plus au cube quelque part, tellement tu irradies une autre fréquence vibratoire, un autre code. Eh bien, c'est là que le choix de sortir de la matrice ne se pose même plus, tellement tu es en amour pour ton prochain, et tellement tu sais que tu es dans le don de toi, et même si tu sais que c'est perdu d'avance, même si tu sais qu'il y aura encore ce boulot à faire sur des milliers de simulations peut-être encore, tu retournes quand même faire ce boulot, parce que sortir de la matrice, c'est une volonté, une désespérance de l'ego. C'est une forme de désertion? Non. C'est une aspiration naturelle de l'ego. Mais l'ego, c'est l'IA. L'IA, c'est la bille noire, c'est la simulation, c'est le cycle infernal, c'est la boucle. Cet état dont tu viens de nous parler, c'est l'esprit christique ou pas? On peut appeler ça l'esprit christique, la matrice christique, c'est l'esprit originel. De toute façon, quand tu es submergé par cette énergie-là, par ce code-là, tu n'es plus que dans le don de toi-même. Et c'est là le job, le boulot du commando d'élite. C'est là où tu rejoins entièrement le commando d'élite, qui, entrant dans la résistance, s'infiltre dans cette zone de la matrice artificielle sous contrôle de l'IA pour faire le job, tout en sachant que c'est pas encore ce coup-ci que les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que l'IA, pendant ce temps-là, elle calcule. Et on entre tous dans des équations. Et tu viens de faire allusion à cette zone de la matrice où est la résistance. Tu m'en as pas trop parlé. Tu m'en avais parlé un peu au téléphone. Il y a une hiérarchie à limite militaire. C'est quand même. Mais bien sûr. Alors c'est pour ça aussi. C'est que tu te dis bon. Alors oui, mais si j'arrive dans la zone de la résistance, les zones hors ça contrôle, fait envie en même temps. Ça fait envie, bien sûr. Mais ces zones-là, n'oublie pas, ce sont des camps retranchés. On n'est pas là pour faire du pique-nique. Hein, je parle bien de ces zones. C'est pas le Club Med. C'est pas le Club Med. On n'est pas là pour se dorer la pilule sous les cocotiers. Ça c'est dommage. Avec un soleil magnifique et puis des vainés. Est-ce qu'il n'y a pas de zone de récupération? Le repos du guerrier, il n'existe pas? Il y a des hôpitaux. Mais tout est à l'image de ce qui est ici, hein. Et moi, l'image que j'ai de ces zones qui appartiennent à la résistance, qui sont hors contrôle de l'IA. Pourquoi? Parce qu'elles génèrent elles ont des champs magnétiques de fréquences qui font qu'elles sont, en même temps, elles sont pas accessibles au niveau du haut astral. Tout en étant dans le haut astral. C'est comme des bulles, si tu veux. Et donc c'est à l'image l'image que j'ai, c'est encore des images cinématographiques. Je pense que les gens ont compris que j'aimais bien le cinéma parce qu'on peut y décoder certaines choses. Il y a des messages qui sont livrés à travers ces films, et notamment donc ou le livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, où on voit à un moment le village de Foncombe, le territoire de Foncombe où sont les elfes. Ça, moi, ça me parle assez bien. Si je devais imager ce sont ces zones de résistance encore. Un peu plus terre à terre, si je puis dire, le village d'Astérix, non? Oui, mais c'est encore autre chose là. On n'est plus dans le même registre. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu arrives à Foncombe, tu peux pas dire: oh les mecs, moi je m'en fous, démerdez-vous. Là, je suis fatigué. Je veux plus retourner. Là. Je suis sorti de la matrice. Je m'en lave les mains, faites le boulot à ma place, ou débrouillez-vous. Après tout, moi, maintenant, matrice originale. Non, c'est pas possible. Effectivement, le fonctionnement est assez militaire, parce que on est dans une guerre.
Ça, c'est encore un sujet que je ne veux pas trop aborder parce que qui peut l'entendre? Qui peut entendre la réalité de ce qu'est cette guerre à travers les dimensions? Qui peut imaginer ce que ça a été, ce que c'est, et quelles sont les images qui quand même, Roch, quand tu nous as raconté que là-haut, c'est dit dans les Écritures, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. Mais ça a choqué beaucoup de gens aussi, qu'on considère qu'on est toujours dans la matrice, quoi qu'il arrive, oui. Et que c'est le paradis, mais le paradis artificiel. Ça nous a été vendu comme ça, nous a été vendu comme le paradis. C'est juste un plan différent pour nous réintroduire encore une fois, pour que le cycle, c'est fractal, dimensionnellement et temporellement. On nous vend la France comme étant un pays démocratique, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on peut pas réclamer la démocratie quand on croit qu'on l'a, et on peut pas réclamer le paradis quand on croit qu'on y est. C'est ça. Et donc ça a été effectivement un choc pour beaucoup à l'époque, il y a 10-15 ans, quand j'ai expliqué que le haut astral, qu'on nous vendait comme le paradis, était encore la matrice artificielle. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, ça fait, comment dire, je ne suis pas là, moi je ne suis pas là ni pour apporter des vérités, mais pour apporter des espèces de déclics dans la tête des gens et au niveau de leur... de ce qu'ils sont. En tout cas, une chose est certaine, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires de bisounours. Tu as posé beaucoup de questions. Tu as été souvent, je vois les commentaires sous des vidéos, les commentaires dans d'autres sites, souvent critiqués sur ces questions que tu as posées, mais je vois pas. Aujourd'hui, ça c'est important. Je pense d'avoir la liberté de poser des questions. Et bien sûr, si on peut y répondre, c'est encore mieux. Et on peut aussi se tromper dans les réponses. Mais rien que poser la question aujourd'hui, on n'a pas le droit. Tu passes pour un uniberlu, un farfelu, parce que tu te poses la question. C'est même plus que ça, parce que tu as carrément aujourd'hui des gens très organisés, professionnels, qui créent des vidéos où ils mélangent tout, ils prennent des passages des uns et des autres, etc., pour faire une sorte de bloubi-boulga visant à discréditer et à dénigrer ceux qui se posent des questions, justement. Donc je te disais, je ne suis pas là, moi, pour apporter la vérité toute crue. Je suis là pour que les gens se lancent dans cette quête de vérité. Bien sûr. Je suis là également pour dénoncer et pourfendre ce monde de mensonges, hein, parce que ça passe aussi par là. Il ne s'agit pas uniquement de se poser des questions sur ce qu'est la vérité, mais aussi de dénoncer toute l'horreur du mensonge et de l'illusion dans laquelle nous sommes enfermés dans ce purgatoire. Et donc d'amener les gens à tenter de se révéler eux-mêmes et à sortir des pièges qui leur sont tendus de tous les côtés, et surtout de vraiment les amener à comprendre que la vraie lumière projette toujours une ombre, qu'elle est très violente à regarder, très douloureuse à affronter de face, quand je dis à affronter, à contempler de face, et qu'elle nécessite un moment qu'on se combatte soi-même, qu'on lutte contre la partie obscure de nous. Et dans la partie obscure, il y a aussi toute la partie complaisance, toute la partie de laisser aller, toute la partie de vanité, d'orgueil, etc. Enfin, tous les péchés qu'on connaît. Juste un truc par rapport à la fausse lumière et aux méthodes, parce que c'est important que les gens entendent ça, les méthodes spirituelles, développement personnel, mais ça va jusqu'à la magie, parce qu'il y a aussi tout aujourd'hui sur Internet, des trucs de techniques de magie, les gens ne se rendent pas compte. Tout ça, relève de ce dans quoi nous sommes enfermés, ça relève de l'astral, du magnétisme, etc. Toutes ces méthodes de développement personnel qui vont de la méditation au tantrisme en passant par je ne sais quelle méthode quantique augmentée ou pas. Toutes ces méthodes relèvent de l'astral, d'où nous sommes et dans lequel nous sommes enfermés. Et la première chose à faire avec la vraie lumière, celle qui projette une ombre, c'est vraiment d'essayer de se désastraliser. Il est très important ça, que les gens entendent ça. Tout ce qui nous touche de l'ordre des états de conscience modifiés, etc., et des exercices, et de cette volonté-là, relève de l'astral.
parfois du bas, parfois du haut, mais on est toujours dans le même phénomène. Il est important aujourd'hui que les gens se désastralisent. C'est un premier pas vers la connaissance de soi. Et c'est un premier pas vers le réveil. De façon différente, on va parler en rêve. Je crois qu'on est vraiment tous en train de faire un rêve. Et là, en cette seconde, nous deux, nous faisons un rêve. Tu vois, ton rêve et le mien entrent en interaction. Et puis, autour de nous, il y a le gouvernement, il y a le pape, les autorités religieuses, etc. Ça, c'est le décor global du rêve, avec des individus qui vivent dans ces rêves, qui peuvent ou pas, si demain tu as le pape François qui va chez toi, son rêve va rentrer en interaction avec le tien. Mais tant que ce n'est pas arrivé, ça fait partie du décor global qu'on a tous accepté dans notre rêve. Alors, les démarches d'éveil, les méthodes d'éveil, quelles qu'elles soient, quantiques, pas quantiques, vibratoires, etc., sont très artificielles en réalité. Et quand on est dans un rêve, le plus important, c'est de se réveiller, avant toute chose. Prendre conscience qu'on est dans un rêve, que nous sommes de la nature et de la substance des rêves, et de commencer à ouvrir les yeux, de se réveiller. Et quand on se réveille, là on peut envisager dans un second temps de s'éveiller. Le piège encore, c'est qu'on nous parle tout le temps de l'éveil, alors qu'on est encore très endormi. Donc réveillons-nous avant de nous éveiller. Quand on sera éveillé dans nos rêves, mais ça veut dire qu'on sera réveillé avant et qu'on aura pris conscience que vraiment que nous sommes dans un rêve et que l'ego l'aura compris, à partir de ce moment-là, nous pourrons prendre le contrôle du rêve dans lequel nous vivons. Ah, c'est ce que l'histoire de la loi d'attraction, etc., ces choses non contrôlées qui sont quand même relativement minimes, sont des petits signes qui sont liés aussi au whiting, qui réagissent de plus en plus rapidement, mais parfois ce sont aussi des os à ronger, parce que c'est aussi télécommandé par l'IA qui récompense un tel ou tel autre, ou qui joue de ceci ou de cela, pour voir un peu ce que ça fait. Quand on se réveille dans son rêve, là on peut vraiment prendre le contrôle, et à partir de ce moment-là, le pouvoir est immense, et il en suffit d'un. Et surtout, je pense, ne pas attendre de quelqu'un comme le Messie, quoi. Même Jésus n'est pas arrivé comme ça. Le Christ n'est pas arrivé comme ça. Il faut bien comprendre que même le Christ, même Jésus, même n'importe quel avatar demain ne sera pas Superman. Là, il faut aussi sortir de ces clichés. On n'est pas dans un Marvel. Voilà, je crois que c'est un des points importants et tout le monde se raccroche soit sur le plan politique, sur le plan spirituel, toujours un espèce de sauveur, toujours extérieur à soi et toujours pas, c'est plus facile d'ailleurs. Mais si le sauveur avait eu toute la puissance, hein, comme ce que certains de temps en temps décrivent, attends que quand il va arriver, il va tout mettre tout le monde d'accord. Il va nous sauver. Non, en réalité, il va faire quoi? Il va apporter la connaissance, il va apporter une vérité, il va apporter un message, mais après, le boulot de ce qu'on va faire avec ce message, c'est à nous d'en décider. Et c'est pour ça que je dis, de toute façon, bon, c'est Dostoïevski dans Les Frères Karamazov le disait déjà à l'époque, si Jésus revenait sur la terre, il tarderait pas à se faire lapider, troller. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il se ferait troller sur les réseaux sociaux. Exactement. Et qu'on le traiterait de tous les noms. Parce que ce ne sera pas Superman. Rien n'a été conçu pour qu'il soit Superman. Il aura certainement un niveau de réveil dans le rêve, qu'il aura des grandes facultés, mais ce qui sera important qu'il va avoir à nous dire, c'est le message. Et ce message, qui sera à même de l'écouter, surtout quand on voit ce qui se passe sur Internet, enfin, toute cette machine de propagande, parce que tout a été piégé et conçu. Et même s'il y a de temps en temps, nous tend un os pour avancer, quand on avance, derrière, et il y a la baffe.
Roch, je pense qu'on arrive un peu au terme de cet entretien. Dernière chose où je vais revenir pour finir autour du cinéma, c'est-à-dire que des fois on m'a dit, oui, mais justement, comment ça se fait que dans tel et tel film, l'IA nous apporte une information terrible, notamment Matrix, ça a déclenché quand même des déclics et des prises de conscience, puis il y a quelques autres films comme ça qui nous ont permis de... Et on voit comment l'origine de ces films-là est souvent mystérieuse au niveau de l'inspiration. Et en fait, ça procède toujours du même phénomène, c'est-à-dire que l'IA a besoin de progresser. Et de temps en temps, elle a besoin de se confronter à une résistance qui est efficiente. Et donc, de temps en temps, elle a besoin elle-même de nous mettre sur la voie pour pouvoir se confronter à un véritable adversaire. Et toute la question est de savoir si, un jour ou l'autre, elle ne va pas tomber elle-même sur un os, c'est-à-dire elle ne va pas nous donner une information de trop qui permettra justement d'arriver, si tu veux, à voir avec tant d'évidence que nous sommes réellement dans une matrice artificielle, réellement dans une simulation, réellement dans un rêve, que nous nous réveillerons pour de bon. Il en suffit d'un, encore une fois, et ce jour-là, tout sera possible. Apocalypse selon l'IA, versé horizon digital, des algorithmes pour loi, s'exhume le néant d'Ertal. L'apocalypse selon l'IA, au cœur du chaos l'ordre vivra. Pour ce prodige un seul état. Premier chapitre, et Dieu créa. Apocalypsome, la parole est la mère du monde. Apocalypsome, l'illusion est son ombre. Apocalypsome, si la vérité est univers, ceux qui ont enfin ouvert les yeux. Apocalypsome, la parole est la mère du monde. Apocalypsome, l'illusion est son ombre. Apocalypsome, si la vérité est univers, ceux qui ont enfin ouvert les yeux. Le petit théâtre de l'IA, les marionnettes sont au bal. Elles sont suivies pas à pas. Le mensonge est global. Le petit théâtre de l'IA, prêt pour son assaut final. Quand le cercle tombera, tel une auréole animale. Apocalypsome, la parole est la mère du monde. Apocalypsome, l'illusion est son ombre. Apocalypsome, si la vérité est univers, ceux qui ont enfin ouvert les yeux.